Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau Adja Marie Diop qui va nous partager son parcours, ses expériences, mais surtout ce qui se cache derrière son CV. Oui. Bonjour Adja. Bonjour Moustapha. Adja, vous avez réalisé un parcours très intéressant dans le cadre de votre formation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu de votre parcours scolaire et surtout qu'est-ce qui vous a motivé à travailler et à étudier dans le domaine scientifique? Oui, bien sûr. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je me sens très heureuse et très honorée de pouvoir participer à cette émission d'envergure. Donc, pour répondre à ta question, je me présente d'abord. Je m'appelle Adja Marie Diop. D'accord. Et Adja Marie, bien sûr, pour les proches. Donc, mon parcours, si je peux le résumer d'abord au niveau formation, j'ai effectué tout mon parcours scolaire au Sénégal, à Dakar. À Pikine. Voilà, dans un établissement scolaire qui s'appelle Groupe scolaire Le Baobab, qui a été créé par le frère de mon père. D'accord. Avec l'appui de mon père et de ses amis d'enfance. D'accord. Donc, il est juste à la périphérie de la ville de Dakar, sur la route des Niayes. D'accord. Donc, c'est devenu un grand groupe. Donc, du CI à la terminale, j'ai réalisé tout mon parcours scolaire dans cet établissement-là. Je suis un pur produit du Baobab, comme on dit. D'accord, ok. Très Donc, bien. j'ai obtenu en élémentaire mon certificat de fin d'études élémentaires. Ensuite, j'ai obtenu le brevet de fin d'études moyennes. D'accord. Et ensuite, j'ai obtenu le baccalauréat scientifique série S2. Avec une mention. Avec la mention bien. Très bien. Et première du jury. J'ai également été la première élève de cet établissement à obtenir le prix concours général sénégalais 2008 en sciences de la vie et de la terre. Ok, félicitations. Merci. Et après cette expérience, donc vous êtes venu directement en France? Exactement. Après avoir obtenu mon baccalauréat, donc j'ai obtenu la préinscription. D'accord. Ensuite, le visa pour venir à l'INSA Hauts-de-France. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix de venir à Paris, en France, pourquoi pas au Canada, dans d'autres pays? C'est vrai, c'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir que j'ai d'abord étudié les opportunités qui s'offraient à moi. D'accord. Déjà au Sénégal, j'étais déjà inscrite à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Parce que j'avais réussi le concours, j'étais deuxième. Donc, ils ont tout fait pour que je reste avec eux. Malheureusement, donc, je voulais plutôt sortir un peu du pays, voir autre chose, découvrir, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à apprendre, plus en sortant qu'en restant d'abord au Sénégal. D'où ce choix. D'où ce choix, donc, que j'ai eu cette préinscription grâce à M. Notte, donc, que j'ai rencontré au ministère de l'Éducation, qui a vu mon dossier et qui m'a dit waouh, il faut que tu viennes intégrer mon établissement. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille. Je me suis retrouvée à l'INSA Hauts-de-France. D'accord. Bon, à l'époque, il y avait un département qui s'appelait ICIV, qui est l'Institut supérieur d'ingénieurs de Valenciennes. Et donc, j'ai effectué 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. D'accord. C'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs généralistes. Donc, j'étais dans le département génie industriel. D'accord. Et après cela, j'ai effectué un certain nombre de stages et jusqu'à la dernière année. Jusqu'à la dernière année, vous avez aussi étudié au niveau de l'Université de Québec. C'est ça, exactement. Donc, en dernière année, on nous a également offert une autre possibilité pour les meilleurs élèves de la promotion de pouvoir choisir. Donc, meilleur depuis le Sénégal, depuis ici aussi en France, on peut être meilleur partout, c'est ça? J'y aspire. Je suis quelqu'un d'assez studieuse. J'ai toujours été studieuse, comme vous le voyez dans mon parcours. J'ai toujours été première de la classe parce que c'était pour moi un honneur d'abord et c'était et un challenge personnel. C'est ça, un challenge personnel. J'aime les challenges, exactement. Donc j'essaie toujours de repousser mes limites. Je suis, on va dire, comme on dit, je suis en concurrence avec moi-même. Ça se voit avec vos questions, avec comment dirais-je, votre CV. Je vois qu'aussi vous êtes certifié de PMP sur la partie chefferie de projet. En quoi cette certification est-elle importante pour votre carrière? Oui, la certification Project Management Professionnel, en fait, c'est connu et reconnu
dans le monde du management de projet. D'accord. Comme étant une certification que les plus grandes universités, on va dire, du monde essaient donc d'inculquer au niveau de la formation. C'est pour cela que justement j'ai choisi l'Université du Québec à Trois-Rivières. D'accord. C'est là où j'ai eu l'opportunité d'avoir la vraie formation en gestion de projet, une formation qui est pratique, parce qu'au Canada, la formation, elle est surtout pratique. D'accord. Par exemple, pour 3 heures de cours, on a 6 heures de pratique derrière. C'était très formateur. J'ai rencontré des chefs de projet là-bas. Ils nous ont appris comment rédiger des mandats, voilà, les différentes, à chaque étape de gestion de projet, les prérequis qui sont nécessaires, les méthodologies, notamment en planification, parce que moi, je me suis spécialisée surtout dans la planification de projet. D'accord, c'est votre statut aujourd'hui. Vous êtes chef de projet planning et moi au niveau du Grand Paris Express, donc un projet aujourd'hui qui interpelle tout le gouvernement français. Quel est votre rôle? Quelles sont les missions qui arrivent dans votre quotidien? Alors, mes rôles au quotidien en tant que chef de projet planning, c'est déjà de maîtriser la planification à différents niveaux, parce qu'on a plusieurs niveaux. Donc, je suis au niveau de la maîtrise d'ouvrage, qui est la société des grands projets. Et donc, la maîtrise d'ouvrage confie plusieurs missions. Donc, à la maîtrise d'œuvre, infrastructure, à la maîtrise d'œuvre des systèmes, à l'OPC général qui est chargé de faire le pilotage des travaux et des projets. Et enfin, les différents titulaires, en fait, qui sont les différentes entreprises françaises qui sont chargées d'exécuter les travaux. Chacun avec un marché. Donc, moi, je suis responsable de la ligne qu'on appelle la ligne 17 Nord, qui part de l'ouvrage d'entonnement qu'on appelle Roland, jusqu'à la gare Le Mesnil-Amelot. Voilà. Donc, tout sur cette ligne-là, donc, je suis chargée donc, de m'assurer donc, de l'uniformisation des délais, des dates qui sont communiquées par ces différents acteurs que je viens de vous citer. Je suis chargée également de faciliter la communication entre les acteurs, donc, parce que peut-être que ça ne communique pas forcément bien au niveau de la planification en tout cas. Et la mission générale, c'est la gestion des délais. Et qui dit gestion des délais dit le respect donc, des exigences. Des exigences, des engagements. Exactement, des engagements concernant les différents. Au niveau contractuel, par le pilotage des jalons contractuels, le respect donc des marges et du chemin critique, pour éviter donc qu'il y ait trop de dérives par rapport à la référence qui a été fixée par la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est une vraie chefferie de projet parce que je vois de la planification, tout ce qui est recettes, suivi, on parle de criticité. Qu'est-ce qui est plus important à maîtriser en tant que chef de projet? En tant que chef de projet, il est important de maîtriser les documents contractuels. Donc, parce qu'on a plusieurs acteurs, donc chacun avec son marché, chacun avec son contrat. Ce qui est surtout important également à maîtriser, ce sont les interfaces. Parce que vous savez, durant la phase de travaux, il y a beaucoup de coactivités, il y a beaucoup d'interfaces, il y a beaucoup de transferts de gestion ou de transfert d'emprise, par exemple, lors des travaux entre un titulaire A et un titulaire B. Il faut savoir gérer les ressources. Exactement, il faut savoir gérer les ressources sur les chantiers, les travaux, l'attribution donc voilà, des rôles de chacun, le respect donc du périmètre de chacun. D'accord, très bien. Je vois un profil évolutif depuis 2014. Vous étiez ingénieur, planificateur, 2017 planificateur, responsable planning, ingénieur planning. Tout tourne autour du planning. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est profil évolutif. J'ai fait de la finance là-bas. C'était pas voulu en fait. Au départ, c'était pour être planificateur, mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit waouh, avec ton profil, on va pas vous laisser faire du planning. Nous, on veut que vous soyez le chef de projet adjoint de l'îlot nucléaire. Donc, c'était le projet HPC, Hinkley Point C, qui est connu, c'est des centrales nucléaires qui sont construites en Angleterre. On m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour faire la mise en place du suivi financier, du bilan financier. Il n'y avait rien au départ. Donc, j'ai réfléchi, donc j'ai failli décliner parce que ce n'était pas ça ce que je voulais faire au départ. Après, je me suis dit, non, pourquoi pas, ça va changer un peu. Ça va me permettre de faire le suivi des coûts. Donc, et ça rentre aussi dans la planification. Exactement. Aujourd'hui, quand on gère un projet, forcément un projet, il y a un coût derrière.
C'est ça. Et ça va maîtriser le coût et les ressources à lui. Exactement. Par rapport à... On appelle ça la valeur acquise, c'est-à-dire on ne regarde pas juste les délais, mais on regarde également ce que le projet nous apporte. D'accord. En termes de bénéfices, comme vous le dites, le rapport au niveau des coûts, on a des indicateurs coûts, on a des indicateurs délais, le rapport entre les deux nous donne un rapport d'efficience. D'accord. C'est très important de la maîtrise des coûts. Une réelle expertise que le Sénégal aura vraiment besoin. Autre question, qu'est-ce que vous a plus marqué dans votre carrière? Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est par exemple au tout début de mes expériences professionnelles. Ouais. Sur le chantier naval à Cherbourg, où j'étais justement responsable planning du patrouilleur, la combattante FS-56, qui est un navire militaire. C'était dans le cadre des contrats DONAS avec l'Arabie Saoudite, la marine libanaise qui était à qui étaient destinés ces bateaux-là. Ce qui m'a le plus marqué, bon, c'est mon employeur, en fait, qui s'est battu pour que je puisse avoir le poste parce que, bon, comme vous le savez, en France, avant de commencer à travailler, il faut remplir un certain nombre de critères. D'exigences. Exactement, notamment avec la direction de l'emploi. Donc, il faut qu'ils regardent d'abord, est-ce qu'il n'y a pas... ils appliquaient la préférence nationale, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un Français qui peut occuper ce poste? Et lui, en fait, il avait tout fait. En fait, il avait pris plusieurs CV qu'il avait fournis donc, à la directe pour montrer que voilà, c'était vraiment le profil qu'il lui fallait. Donc, ça m'avait beaucoup. Oui, il y avait l'expertise aussi qui jouait le jeu. Hein. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas appris parce que, voilà, c'est parce que vous avez une réelle expertise et il a réalisé un entretien. Et c'est ça qui lui a poussé vraiment à appuyer votre profil qui est une forte valeur à ajouter. Oui, tout ça, cela faisait partie des éléments. Mais c'est un challenge pour vous et c'est quand même quelque chose de marquant pour une première expérience. C'est ça, surtout en chantier naval où je n'avais pas encore d'expérience quand même. Voilà, dans ce secteur-là. C'était très masculin, oui. Sur le chantier. D'accord. Voilà, c'est ça. J'étais en contact avec les responsables travaux, aménagement, la coque, le responsable navire, donc avec qui j'étais très proche, et le responsable planning qui m'ont accompagné dans ces missions-là. Et j'ai même rencontré le ministre sénégalais de l'époque, Oumar Gueye, qui était passé avec la Marine nationale pour chercher des patrouilleurs de surveillance, en fait. D'accord. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui veulent bâtir une carrière comme vous, quels sont les conseils, si vous pouvez nous partager déjà certains conseils qu'il faut prendre en compte? Oui, donc pour les conseils, je vais redonner les mêmes conseils que j'avais donnés donc, à un élève ingénieur donc, qui m'avait sollicité pour une interview. D'accord. Pour son projet de fin d'études. Donc, ce que je lui avais donné comme conseil, c'est qu'il faut être persévérant déjà. Il faut être très curieux et savoir qu'en fait, le monde du travail, c'est un monde qui n'est pas stable et constant. Donc, il faut sans cesse se former. C'est très important de se former. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Voilà, il faut sans cesse donc, se réinventer, renouveler ses connaissances, se renforcer. Et donc voilà, avec le travail, comme on dit, beaucoup de travail, bon, on finit toujours par y arriver. Comme on dit, le jeudi, c'est 1% de transpiration. D'accord. Et 99% de travail. C'est important, Maître. Merci beaucoup pour ces beaux conseils. Je note que vous êtes aussi membre actif du PASTEF et vous travaillez corps et âme pour le gouvernement, donc en tant que commissaire scientifique dans le MONCAP. Vous jouez un rôle très intéressant et très impactant pour la communauté sénégalaise. Si un dernier mot à prononcer serait quoi pour le Sénégal? Oui, ça, donc je veux lancer un message à nos autorités parce que nous, en tant qu'enfants de la diaspora, nous aspirons toujours à apporter quelque chose à notre pays d'origine. Dans le référentiel Vision Sénégal 2050, il est prévu donc de faire un transfert de connaissances et de mettre en place une coopération décentralisée avec la diaspora. D'accord. Et donc, c'est quelque chose donc, qui est vraiment qui est important pour nous parce qu'on a été en quelque sorte exilés ici. Donc, comme je vous l'ai dit, si je suis devenue ce que je suis, c'est grâce au Sénégal. J'étais boursière d'excellence quand même. Je suis arrivée, j'ai fait mes études, 5 ans d'études également, où je percevais la bourse
jusqu'à devenir Donc, il y a une redevance pour le Sénégal que vous avez. En tout cas, le message est entendu pour tout le gouvernement du Sénégal. La diaspora regorge des ressources infinies, dont la plus précieuse est son expertise et ressources humaines. En tout cas, l'émission tire à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un expert qui va venir ici, dans ce plateau, pour nous partager ce qui se cache derrière son CV.